Stephen Hawking avait un jour mis en garde l'humanité contre le fait de signaler sa présence aux extraterrestres, car ils pourraient venir nous conquérir. Stephen était brillant. Stephen ne s'intéressait pas non plus, sur cette question précise, à la physique. La physique nous dit quelque chose de bien plus étrange que la conquête. La physique dit qu'ils ne peuvent pas venir, pas qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne peuvent pas. Et je tiens à être prudent ici, car Hawking était mon ami, et il avait raison sur presque tout. Et lorsqu'il se trompait, c'était de manière intéressante et instructive. C'est un de ces cas, car l'erreur n'est pas aléatoire. Cette erreur révèle quelque chose. Cela révèle que même les plus grands physiciens, lorsqu'ils pensent aux extraterrestres, cessent de faire de la physique et se mettent à faire de la science-fiction. Ils se mettent à penser en termes de vaisseaux, de télescopes, de signaux radio et de civilisations construisant des sphères de Dyson. Et ils oublient, en fait, de se poser la toute première question. La question à laquelle l'univers répond, avant même que vous ayez ouvert la bouche pour poser quoi que ce soit d'autre. La question est la suivante. Que permet réellement la géométrie de l'espace-temps ? Non pas ce que nous souhaiterions qu'il permette. Non pas ce dont Hollywood a besoin pour que le troisième acte fonctionne. Qu'est-ce que cela permet concrètement, physiquement et mathématiquement ? Et lorsque vous posez cette question honnêtement, lorsque vous vous plongez dans la relativité générale, la thermodynamique et la mécanique quantique, et lorsque vous faites les calculs sans sourciller, vous obtenez une réponse qui n'est ni ambiguë, ni rassurante, ni une question d'opinion. La réponse est pas grand-chose. L'univers ne permet quasiment rien de ce qu'exige le fantasme de l'arrivée d'extraterrestres. Et les raisons de cela ne relèvent pas de problèmes d'ingénierie. Ce ne sont pas des problèmes de financement. Ce ne sont pas des problèmes qu'une civilisation suffisamment avancée pourrait résoudre, même si elle était assez intelligente. Ce sont des éléments structurels. Elles sont inscrites dans la trame de l'espace-temps, à un niveau si fondamental que l'ingéniosité n'est tout simplement pas la bonne catégorie de réponse. Vous pouvez être aussi intelligent que vous le souhaitez. L'univers se fiche de l'intelligence. Voici donc ce que je veux faire ce soir. Je veux vous expliquer la physique réelle, pas la version popularisée, pas la version « peut-être un jour », pas la version qui se termine par un haussement d'épaule plein d'espoir. La vraie version, celle qui m'a fait débattre avec mes collègues pendant des décennies. Et je vous le promets sincèrement, la vraie version est plus intéressante que la version fantasmée, pas seulement plus rassurante, mais plus intéressante. Il y a une différence et la physique réside dans cette différence. Commencez par la chose la plus simple. Commencez par la distance. L'étoile la plus proche de notre Soleil est Proxima Centauri, située à 4,2 années-lumière. Ce chiffre est tellement familier maintenant qu'il a perdu toute signification. Quand on leur parle de 4,2 années-lumière, les gens hochent la tête et pensent, quelque part dans leur tête, que c'est loin mais gérable, le genre de distance qu'une espèce suffisamment motivée pourrait gérer, le genre de distance que Jules Verne aurait qualifié de bon défi. Ce n'est pas si loin. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an. La lumière se propage à 300 millions de mètres par seconde. En une seconde, la lumière parcourt la distance entre New York et Los Angeles environ 100 fois. En un an, la lumière parcourt environ 9,5 billions de kilomètres. Proxima Centauri en représente 4,2. La distance à l'étoile la plus proche est donc d'environ 40 billions de kilomètres. L'objet fabriqué par l'homme le plus rapide jamais lancé, la sonde solaire Parker, atteint des vitesses d'environ 700 000 km/h lors de son passage au plus près du Soleil. C'est extraordinaire. C'est un véritable triomphe de l'ingénierie. À cette vitesse, il faudrait environ 6500 ans pour atteindre Proxima Centauri. 6500 ans, à la vitesse la plus rapide jamais atteinte par un objet humain, pour atteindre l'étoile la plus proche, qui ne présente presque certainement rien d'intéressant. Désormais, le fantasme d'une arrivée extraterrestre ne nécessite plus un voyage sur Proxima Centauri. Cela nécessite un voyage entre la civilisation lointaine qui a produit ces extraterrestres et la Terre. Dans un scénario réaliste, les distances d'enjeu, une civilisation ayant évolué indépendamment dans une autre partie de la galaxie, séparée de nous par des dizaines, voire des centaines de milliers d'années-lumière, font de Proxima Centauri
Une simple promenade jusqu'à l'épicerie du coin. Mais attendez, certains vous diront que la vitesse est un problème d'ingénierie. Avec suffisamment d'énergie, suffisamment de temps et suffisamment de détermination, vous pouvez aller plus vite. Et c'est là que la physique entre en scène et referme la porte derrière elle. La relativité restreinte fixe la vitesse de la lumière comme une limite absolue, non pas une limite pratique, non pas une limite imposée par notre technologie actuelle, mais une limite absolue, inscrite dans la structure même de l'espace-temps. Comme pour tout objet se déplaçant à la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire pour l'accélérer davantage tend vers l'infini, non pas un très grand nombre, mais l'infini. Il est impossible d'atteindre la vitesse de la lumière avec un objet massif. Vous ne pouvez pas le dépasser. Il ne s'agit pas d'une hypothèse. Il s'agit de l'un des résultats les plus précisément vérifiés de toute la physique. Tous les accélérateurs de particules sur Terre l'ont confirmé à maintes reprises depuis 100 ans. Donc, l'extraterrestre, quel qu'il soit, quelle que soit sa biologie, quelle que soit sa technologie, s'il est composé de matière, il ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Il peut voyager à une vitesse inférieure à celle de la lumière. Et en dessous de cette vitesse, les distances impliquées dans un voyage galactique ne sont pas de 6500 ans, mais de dizaines de milliers d'années, de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années, si la civilisation se trouve dans une autre galaxie. C'est là que ça devient étrange. La relativité restreinte fait quelque chose que la plupart des gens connaissent, mais que très peu assimilent réellement. Dilatation du temps. Plus vous vous déplacez rapidement, plus le temps s'écoule lentement pour vous par rapport à l'observateur immobile. À des fractions suffisamment élevées de la vitesse de la lumière, cet effet devient spectaculaire. Un voyageur se déplaçant à 99% de la vitesse de la lumière verrait le temps s'écouler environ 1/7 fois plus vite que pour un observateur immobile. À 99,99% de la vitesse de la lumière, ce facteur devient environ 70. Un voyage de 70 ans, du point de vue de la Terre, semblerait durer seulement 1 an pour le voyageur. Les gens entendent ça, et ils pensent que le problème est résolu. L'extraterrestre voyage suffisamment vite, et, de son point de vue, le voyage est court. Ils n'ont pas besoin de vivre 100 000 ans. Il leur suffit d'aller assez vite. Cet argument semble plausible. C'est également, si l'on considère l'ensemble des aspects physiques, un argument qui s'effondre sous son propre poids. Premier problème, l'énergie. Pour accélérer un vaisseau spatial, même très petit, disons une tonne métrique, une infime fraction du poids de n'importe quel vaisseau habité réaliste, à 99,99% de la vitesse de la lumière. Il faut une production d'énergie comparable à la consommation énergétique totale de l'humanité sur plusieurs siècles. On parle de nombres tellement grands qu'ils cessent d'être des nombres au sens pratique du terme et deviennent une façon de dire non. L'univers dit non. L'énergie nécessaire au voyage relativiste n'est pas un obstacle technologique que l'ingéniosité puisse surmonter. C'est un impôt que la nature impose à quiconque est assez fou pour essayer, et son taux est essentiellement confiscatoire. Mais laissons de côté la question de l'énergie. Admettons, pour les besoins de la démonstration, que la civilisation extraterrestre ait résolu le problème de l'énergie. Ils possèdent une source d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Très bien, je leur accorde ça. Les physiciens ont parfois le droit de faire des hypothèses généreuses. C'est ce qu'on appelle être juste envers l'hypothèse. Deuxième problème, le milieu interstellaire. L'espace n'est pas vide, ça ne l'a jamais été. Entre les étoiles, on trouve du gaz, de la poussière, des rayons cosmiques, du rayonnement de fonds micro-ondes et des atomes d'hydrogène épars, répartis en moyenne, à raison d'environ 1 atome par centimètre cube. Aux vitesses habituelles, ce n'est rien. Aux vitesses relativistes, proches de la vitesse de la lumière, c'est catastrophique. Un atome d'hydrogène qui percute votre vaisseau spatial à 99% de la vitesse de la lumière a le même effet qu'un rayon cosmique très énergétique. Aux densités présentes dans le milieu interstellaire, un vaisseau spatial se déplaçant à une telle vitesse serait bombardé par un rayonnement suffisamment intense pour détruire tout matériau connu, et presque certainement tout matériau imaginable, en un laps de temps très court. L'univers, en réalité, n'a pas fait de l'espace interstellaire une autoroute pratique.
Elle l'a remplie d'une fine tempête de sable dilué qui, à des vitesses relativistes, se transforme en chalumeau. Troisième problème, la décélération. Tout ce que je viens de dire à propos de l'accélération s'applique également à la décélération. Il faut ralentir à l'autre bout. Le budget énergétique double. Quatrième problème, le temps subjectif du voyageur peut être comprimé, mais le temps terrestre ne l'est pas. Si une civilisation extraterrestre envoie un vaisseau qui, en raison de la dilatation relativiste du temps, met 100 ans pour nous atteindre, mais que ce voyage correspond à 10 000 ans, la Terre aura changé au point d'être méconnaissable. Le profil de mission n'a aucun sens. Vous quittez votre domicile, arrivez à destination des dizaines de milliers d'années plus tard, dans le référentiel de cette destination, et ce que vous étiez venu trouver a eu le temps de croître, de chuter et de renaître une douzaine de fois. Il ne s'agit pas d'un aller-retour. Il ne s'agit pas d'une mission diplomatique. Il s'agit, au mieux, d'une expédition archéologique à sens unique vers une civilisation qui n'existe plus sous aucune forme, contrairement à ce qui a été rapporté aux voyageurs. Cinquième problème, et c'est celui auquel je pense le plus, celui que je trouve véritablement philosophiquement troublant. Le voyage de retour. Pour que le scénario de l'arrivée des extraterrestres ait un sens, il faut que ces derniers viennent de quelque part et qu'ils veuillent vraisemblablement y retourner. Le voyage aller-retour double tous les chiffres que je vous ai déjà donnés. L'énergie, le temps, l'exposition aux radiations, la continuité institutionnelle et civilisationnelle nécessaire pour mener à bien une mission sur des échelles de temps qui dépassent de loin celles de la plupart des civilisations humaines. Chaque chiffre doublait, chaque obstacle doublait. À l'heure actuelle, certains d'entre vous sont assis là à réfléchir au trou de verre. Je le sais parce que j'ai déjà présenté des versions de cet argument. Et à ce stade, il y a toujours quelqu'un qui se penche en avant avec une expression particulière, une expression pleine d'espoir et légèrement gênée, comme un enfant sur le point de demander si le Père Noël existe et qui évoque les trous de verre. Les trous de verre existent réellement. Je tiens à être clair à ce sujet. Elles constituent une solution légitime aux équations de champ d'Einstein. La relativité générale, qui est la théorie de la gravité la plus aboutie dont nous disposons, autorise en principe l'existence de trous de verre. Un trou de verre est un tunnel à travers l'espace-temps reliant deux régions éloignées. Deux points qui pourraient être distants de millions d'années-lumière dans l'espace normal, et qui pourraient être reliés par un trou de verre traversable en un temps très court. Il s'agit de physique réelle, et non de science-fiction. Mais voici ce qui se passe lorsqu'on étudie concrètement la physique des trous de verre traversables. Il ne s'agit pas de matière possédant une propriété inhabituelle, mais de matière ayant une densité d'énergie négative, ce qui signifie que son énergie est inférieure à zéro, c'est-à-dire une forme de matière qui n'a jamais été observée, qui pourrait ne pas exister, qui viole les conditions énergétiques que la relativité générale elle-même tend à privilégier, et qui ne peut presque certainement pas être fabriquée en quantité suffisante pour maintenir ouvert un trou de verre suffisamment grand pour un vaisseau spatial. L'effet Casimir crée de minuscules régions à l'échelle quantique de densité d'énergie négative entre les plaques conductrices. C'est réel. Cela a été mesuré. Les densités d'énergie négative en jeu sont réelles, mais infinitésimales. Nous parlons d'énergie si infime que, pour la porter à une échelle suffisante afin de stabiliser un trou de verre traversable, il faudrait une machine qui, selon les meilleures estimations, serait plus grande que l'univers observable. Se pose également la question de la stabilité. Juan Maldacena et d'autres, et cela rejoint certains de mes propres travaux sur la correspondance ER-LUEPR, sur lesquels je reviendrai, ont montré que la mécanique quantique des trous de verre est profondément liée à la mécanique quantique des trous noirs et de l'information, de manière à suggérer que les trous de verre traversables sont extraordinairement difficiles à créer, sans d'abord créer des conditions qui sont, pour le dire gentiment, inhospitalières. L'univers protège sa structure causale. Cela ne vous permet pas de traverser l'espace-temps aussi facilement. Les mathématiques résistent avec constance et obstination. Et c'est là que les choses deviennent étranges, dans une direction à laquelle, je pense, la plupart des gens ne s'attendent pas. Le paradoxe de Fermi,
la question posée par Enrico Fermi à table. Où est passé tout le monde? Est généralement présentée comme un problème de communication et de civilisation. Pourquoi n'avons-nous eu aucune nouvelle de personne? Pourquoi personne n'est venu? Et les réactions habituelles se répartissent en deux catégories. Soit la vie est incroyablement rare, l'univers est presque vide et nous avons eu de la chance. Soit la vie est courante, mais les civilisations s'autodétruisent avant de pouvoir entrer en contact par la guerre, un effondrement environnemental ou une autre catastrophe. Ce sont les hypothèses du grand filtre. Soit le filtre est derrière nous, ce qui signifie que nous avons déjà survécu au plus dur, soit il est devant nous, ce qui signifie que nous allons probablement le rencontrer. Ces deux approches partagent une hypothèse que je souhaite remettre en question. Les deux hypothèses partent du principe que ce silence est d'origine biologique ou sociologique. Soit la vie n'apparaît pas, soit elle apparaît, puis s'autodétruit. Mais il existe une troisième option, celle que la physique vous oblige à envisager dès lors que vous prenez au sérieux le problème de la distance. Le silence est géométrique. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. La Voie lactée, notre galaxie, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Andromède, notre plus proche voisine galactique de grande taille, se situe à 2,5 millions d'années-lumière. Les distances entre les galaxies sont si grandes que, même à la vitesse de la lumière, elles représentent des temps de trajet qui dépassent l'âge actuel de l'univers, pour la plupart des voyages qui pourraient nous intéresser. Mais même au sein de la Voie lactée, les distances entre les étoiles sont si vastes et les vitesses que peut atteindre un objet massif sont si limitées que le temps de communication et de voyage effectif entre deux points quelconques de la galaxie se mesure en dizaines de milliers, voire en millions d'années. Cela signifie que la galaxie n'est pas un espace continu, mais, pour toute civilisation opérant à une vitesse inférieure à celle de la lumière, un ensemble de poches essentiellement isolées. Une civilisation pourrait être extraordinairement avancée, extraordinairement étendue, et pourtant être séparée de nous par des distances qui rendent tout contact significatif, toute communication bidirectionnelle, sans parler des visites physiques, pratiquement impossibles sur une échelle de temps qui ait la moindre signification pour une civilisation. Voici l'expérience de pensée que je veux que vous gardiez à l'esprit. Imaginez une espèce ayant évolué sur une planète orbitant autour d'une étoile, située à 50 000 années-lumière de la Terre. Ils sont intelligents, ils possèdent une technologie, ils émettent des signaux radio, l'équivalent extraterrestre de nos propres fuites radioactives, depuis 10 000 ans. Ces signaux se propagent actuellement depuis leur planète à la vitesse de la lumière. Ils ont parcouru 10 000 années-lumière. Il leur reste encore 40 000 années-lumière à parcourir avant de nous atteindre. Au moment où ces signaux arriveront, 40 000 ans se seront écoulés sur Terre. À quoi ressemblera la Terre dans 40 000 ans? Le Homo sapiens existe depuis environ 300 000 ans, donc 40 000 ans, ce n'est pas rien. Cela représente plus de 10% de la histoire de toute notre espèce. La civilisation qui pourrait éventuellement recevoir ce signal, ce n'est pas nous. C'est ce que nous devenons, ce qui nous remplace, ou ce qui naît des décombres si nous échouons. Et cette civilisation extraterrestre, située à 50 000 années-lumière, si elle envoyait un vaisseau spatial à la vitesse maximale qu'un moteur physiquement plausible pourrait atteindre, ce vaisseau mettrait au minimum des centaines de milliers d'années pour arriver à destination. La civilisation qui l'aurait lancé serait méconnaissable, éteinte ou transformée au point d'être méconnaissable au moment où le vaisseau spatial arriverait. Cette mission n'a aucun sens sur le plan institutionnel. Biologiquement parlant, cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens d'un point de vue civilisationnel. Cela n'a que le sens d'un beau rêve, ce qui est un sens totalement différent, et un sens que l'univers n'a jamais particulièrement cherché à prendre en compte. Je voudrais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec Carl Sagan. C'était au début des années 90, alors que j'étais plongé dans ce qui allait devenir la guerre des trous noirs. À débattre avec Hawking de la possibilité de détruire l'information dans un trou noir. Carl et moi avons dîné ensemble, et Carl était l'une des personnes les plus sincèrement optimistes que j'ai jamais connues. Pas naïf. Il comprenait la physique,
Mais il avait cette conviction profonde, presque spirituelle, que l'intelligence n'était pas un accident fortuit, que l'univers était, d'une certaine manière, favorable à la complexité et à l'esprit. Il croyait, et je respectais cela même lorsque j'étais en désaccord, que le silence du cosmos n'était pas le vide, mais la distance, et qu'avec suffisamment de temps, les esprits finiraient par franchir cette distance. Et j'ai dit, Carl, le problème, c'est le temps. Tu continues de considérer le temps comme quelque chose dont on peut toujours rajouter. L'univers a un âge fini. Les étoiles ont une durée de vie finie. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse croissante à cause de l'énergie sombre. La fenêtre de contact, la fenêtre réelle, la fenêtre physique n'est pas infinie. Elle se referme. Il n'avait pas de bonne réponse. Non pas parce qu'il était bête. Carl Sagan était l'une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées, mais parce que la physique est ce qu'elle est. Et l'optimisme, aussi bien fondé soit-il, ne change rien aux équations. L'énergie sombre. Parlons en un instant. Car c'est l'aspect du problème extraterrestre que la plupart des gens n'ont pas approfondi. Et c'est celui que je trouve le plus troublant. L'univers est en expansion. On le sait depuis Hubble. Mais en 1998, et cela a valu des prix Nobel, je tiens à le préciser, ce n'est pas une idée marginale. Nous avons découvert que l'expansion s'accélère. Les galaxies, elles, ne suivent pas cette tendance. Elles s'éloignent les unes des autres. Elles s'éloignent de plus en plus vite, sous l'effet de ce que nous appelons l'énergie sombre, qui imprègne l'espace vide et agit comme une sorte d'antigravité à l'échelle cosmologique. Les implications sont stupéfiantes. Des galaxies actuellement à peine accessibles en principe, des galaxies si lointaines qu'un signal voyageant à la vitesse de la lumière mettrait des milliards d'années pour les atteindre, s'éloignent de nous plus vite que la lumière en raison de l'expansion de l'espace lui-même. Non pas parce que quoi que ce soit se déplace dans l'espace plus vite que la lumière, ce qui violerait la relativité, mais parce que l'espace lui-même est en expansion et le taux d'expansion des régions suffisamment éloignées dépasse la vitesse de la lumière, ce qui signifie que la lumière ne pourra jamais franchir cet écart, quelle que soit la durée d'attente. Il n'est pas théorique. Il existe un horizon des événements cosmologiques, une surface, semblable à l'horizon des événements d'un trou noir, mais pour l'univers observable tout entier, au-delà de laquelle rien ne peut nous atteindre. Aucun signal, aucun vaisseau, rien. Et cet horizon n'est pas si éloigné. Il se situe à environ 16 milliards d'années-lumière, et il se rétrécit. Très lentement, certes, mais l'univers se rétrécit. Car l'accélération de son expansion signifie qu'une part de plus en plus importante de l'univers franchit cet horizon et devient définitivement inaccessible. Toute civilisation située au-delà de notre groupe local de galaxies est déjà hors de portée de tout contact pratique, non pas à cause de nos limitations technologiques, mais parce que l'espace-temps lui-même nous éloigne les uns des autres plus vite que la lumière ne peut le traverser. Il pourrait tout aussi bien se trouver dans un autre univers. Et, au-delà de la simple métaphore, c'est le cas. Il se trouve dans une région de l'espace-temps causalement déconnectée. Les lois de la physique qui régissent notre relation avec eux sont les mêmes que celles qui régissent notre relation avec l'intérieur d'un trou noir. L'information ne peut pas s'échapper. Les visiteurs ne peuvent pas arriver. La physique ne le permet pas. Et maintenant, je dois être honnête. Voici mon moment de véritable, mais constructif, malaise intellectuel. Tout ce que je vous ai dit ce soir, sur les raisons pour lesquelles les extraterrestres ne peuvent pas arriver, repose sur notre meilleure compréhension actuelle de la physique. La relativité générale, la relativité restreinte, la thermodynamique, la mécanique quantique, la cosmologie. Ce ne sont pas des fondements fragiles. Ce sont les théories les plus éprouvées, les plus précisément confirmées. Les théories de l'histoire des sciences. Je leur fais plus confiance qu'à presque tout le reste. Mais j'ai passé ma carrière à identifier les points faibles de nos meilleures théories. Les trous noirs, l'univers primordial, la gravité quantique. La frontière entre la mécanique quantique et la relativité générale est un point de rupture, là où les théories les plus abouties en physique aboutissent à des réponses contradictoires, là où les mathématiques ne convergent pas.
et j'ai contribué à découvrir certaines de ces failles. Le paradoxe de l'information des trous noirs, le problème sur lequel Hawking et moi nous sommes battus pendant des décennies, est fondamentalement une faille dans nos fondements. Un point où nous savons que nos théories sont incomplètes. Je ne peux pas, en toute conscience, affirmer qu'une théorie de la gravité quantique, une théorie que nous n'avons pas encore, que personne n'a encore formulée de manière complète et cohérente, ne pourrait pas révéler une structure de l'espace-temps qui changerait la donne. J'ignore quelle serait cette structure. La correspondance ER, chef EPR, que Juan Maldacena et moi avons développée, suggère que l'intrication quantique et la géométrie de l'espace-temps sont profondément liées, d'une manière encore mal comprise. Reste à savoir si ces liens. Quant à savoir si cela aboutira un jour à quelque chose qui change la physique des voyages interstellaires, je l'ignore sincèrement. Ce que je sais, c'est que chaque fois qu'un physicien s'est penché sur les voyages supraluminiques, la traversée des trous de verre ou tout autre mécanisme requis par les scénarios de science-fiction, les mathématiques ont systématiquement répondu par la négative, et ce, à travers de multiples cadres théoriques, de multiples approches, et malgré les efforts de plusieurs générations de physiciens, pour trouver une réponse positive. L'univers persiste à dire non. Et d'après mon expérience, lorsque l'univers dit non autant de fois et de manière si diverse, il est probablement temps de commencer à y croire. Mais je tiens à être clair, et c'est là le point essentiel, ce qui distingue la pratique de la physique de la simple idéologie. Je ne prétends pas que la question soit définitivement réglée. La physique ne fonctionne pas ainsi. Ce que je dis, c'est que la charge de la preuve incombe au oui et non au non. Et ce n'est pas au oui qu'elle emporte la charge. Permettez-moi d'aborder la question sous un angle complètement différent, car je pense que les meilleurs arguments l'abordent sous plusieurs angles. Prenons l'exemple de l'équation de Drake. Frank Drake, en 1961, Drake a formulé une célèbre équation estimant le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie. Cette équation prend en compte le taux de formation stellaire, la proportion d'étoiles possédant des planètes, la proportion de ces planètes abritant la vie, la proportion d'êtres vivants développant une intelligence, la proportion d'êtres intelligents développant une technologie, et la durée de vie de ces civilisations. Différentes personnes y ont intégré diverses valeurs numériques, ce qui donne des estimations allant d'une seule civilisation à plusieurs millions. L'équation de Drake est un outil utile pour structurer notre compréhension de l'ignorance. Je ne le dis pas par dédain. Structurer l'ignorance est une compétence précieuse en science. Mais je tiens à souligner ce que l'équation de Drake ne contient pas. Elle ne prend pas en compte la probabilité qu'une civilisation, une fois établie et ayant développé une technologie, puisse effectivement parcourir les distances nécessaires aux voyages interstellaires. Elle inclut un terme pour la durée de vie de la civilisation, mais ne se demande pas, durant cette période, quelle fraction de l'espace cette civilisation peut physiquement atteindre. Si l'on ajoute ce terme, absent de l'équation originale, car en 1961, les contraintes cosmologiques que j'ai décrites, l'équation de Drake devient bien plus complexe. Si tous les calculs n'étaient pas effectués, le nombre s'effondrerait. Non pas parce que les civilisations sont rares, ni parce qu'elles s'autodétruisent, mais parce que la fraction de la galaxie qu'une civilisation donnée peut atteindre au cours d'une vie humaine réaliste est extraordinairement petite. La galaxie n'est pas un espace continu pour les voyageurs subluminiques. C'est un ensemble de bulles, chaque civilisation isolée dans la sienne par l'immensité des distances en jeu. Deux civilisations pourraient coexister dans la Voie lactée, toutes deux technologiques, toutes deux curieuses, toutes deux s'envoyant des signaux, sans jamais se connaître, simplement parce que les signaux mettent plus de temps à arriver que la durée de vie de chacune des civilisations. Ou bien, elles existent toutes les deux, mais les signaux arrivent, et avant même qu'une réponse puisse être envoyée, la civilisation d'origine a tellement changé que la conversation se fait avec un fantôme. Voilà le paradoxe de Fermi résolu. Non pas par un filtre, non pas par la rareté de la vie, non pas par l'autodestruction, mais par la géométrie brutale, indifférente et magnifique d'un univers tout simplement trop vaste, en expansion trop rapide pour que les civilisations qui le composent puissent se rencontrer de manière significative. Je voudrais aborder un dernier point. Avant de conclure, je tiens à préciser que je sais ce que pense une partie de l'auditoire.
Certains d'entre vous se demandent, qu'en est-il des civilisations suffisamment avancées? Qu'en est-il d'une civilisation 1 million d'années plus avancée que la nôtre? Certes, les lois physiques que j'ai décrites s'appliquent à nous, à notre niveau technologique, mais 1 million d'années, c'est une éternité. Ne pourrait-elle pas trouver des moyens de contourner ces contraintes que nous sommes tous simplement incapables d'imaginer? C'est l'argument de notre propre ignorance. Et je le comprends en partie, car j'ai passé ma carrière à être surpris par la physique. Mais il y a une différence entre être surpris dans un cadre théorique et voir ce cadre complètement remis en question. La relativité générale a été testée avec une précision extraordinaire. La relativité restreinte a également été testée avec une précision extraordinaire. La thermodynamique, la loi selon laquelle l'énergie ne peut être obtenue gratuitement, que tout processus a un coût, que l'entropie augmente, est sans doute l'une des lois physiques les plus incontestables. Une civilisation suffisamment avancée ne peut pas se soustraire à la thermodynamique. Elle ne peut pas se soustraire à la vitesse de la lumière. Elle ne peut pas se soustraire à l'expansion cosmologique de l'espace-temps. Ce ne sont pas des lois technologiques. Les barrières, ce sont les règles du jeu. Le jeu n'offre pas de possibilité de retrait, même pour les joueurs suffisamment motivés. Lorsque Hawking a conseillé de ne pas attirer l'attention des extraterrestres, il a fait quelque chose qui, à mon avis, était en réalité nuisible, non pas par son intention. L'intention de Stephen était toujours sérieuse et engagée, mais par son effet. Il prêtait son immense crédibilité à un scénario que la physique ne soutient pas. Il faisait prendre au sérieux une menace qui n'en est pas une. Non pas parce que des civilisations extraterrestres ne pourraient théoriquement pas exister, mais parce que les lois de la physique pour y parvenir sont prohibitives. Et ce, quel que soit le niveau de développement. La vraie question, et c'est celle sur laquelle je pense que nous devrions concentrer notre énergie intellectuelle, n'est pas de savoir s'ils viennent. Ils ne viennent pas. La vraie question est de savoir ce que ce silence nous révèle sur la structure de l'univers, sur la nature de la vie et de l'intelligence, et si nous sommes un résultat typique ou atypique des lois de la physique. Cette question est difficile, actuelle, véritablement irrésolue et d'une importance capitale. Elle est liée à certaines des questions les plus profondes de la physique, des questions sur le réglage fin, le principe anthropique, la question de savoir si les lois de la physique sont sélectionnées parmi un ensemble de lois possibles, ou si elles sont uniques et nécessaires, et que nous ne comprenons tout simplement pas encore pourquoi. Voilà les questions qui me tiennent réellement éveillé la nuit, et non pas la question de savoir si les extraterrestres viendront. La réponse à cette question est non. La question qui me tient éveillé est « Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi l'univers a-t-il les lois qu'il a? Pourquoi permet-il la complexité, la vie et des esprits capables de se poser ces questions? » Ce sont de vraies questions. Ce sont les questions qui valent la peine de perdre le sommeil. Le fantasme de l'arrivée des extraterrestres est, au fond, un récit humain sur la solitude et l'immensité. Nous contemplons l'immensité de l'univers et nous nous sentons petits. Et notre instinct est de peupler cette immensité d'esprits semblables aux nôtres, d'imaginer que l'intelligence n'est pas un hasard, mais une caractéristique, que l'univers a pour vocation de produire des êtres qui lèvent les yeux et s'émerveillent. Je comprends cet instinct, je le partage dans une certaine mesure. Mais le rôle de la physique n'est pas de conforter cet instinct. Le rôle de la physique est de découvrir. C'est la vérité, et il faut la suivre où qu'elle nous mène, même dans les endroits froids, silencieux et immenses. L'univers est froid, silencieux et immense. Il est aussi, soit dit en passant, d'une beauté extraordinaire, plus belle que tout ce que nous aurions pu imaginer. Les lois de la physique sont plus élégantes, plus complexes, plus surprenantes que tout ce qu'une civilisation extraterrestre aurait pu nous révéler. Le fait que l'espace-temps se courbe, que l'information se conserve, que la mécanique quantique et la gravité soient liées par la géométrie de l'intrication d'une manière que nous commençons à peine à comprendre, ne sont pas des lots de consolation pour l'absence de visiteurs extraterrestres. Ce sont des réalités. Ce sont les fondements mêmes de l'univers, qui attendent d'être compris par des esprits prêts à s'y atteler. Alors, voici ce que je souhaite vous dire en dernier. Ni réconfort, ni désespoir. Une question.
Si la physique affirme que l'univers est structuré de telle sorte que les esprits ne peuvent se rencontrer, si la géométrie et la thermodynamique conspirent à maintenir chaque intelligence isolée dans sa propre bulle d'espace-temps accessible, alors qu'est-ce que cela nous apprend sur le pourquoi? Tout cela existe-t-il vraiment? À quoi sert un univers si les esprits qui l'engendrent ne peuvent jamais échanger leurs expériences? Quel est l'intérêt de l'émergence de la conscience dans un cosmos conçu, apparemment délibérément, pour la maintenir isolée? Je n'ai pas de réponse. J'y réfléchis depuis 40 ans, et je n'ai toujours pas de réponse. Et je peux vous dire que c'est là que la physique peut nous mener le plus fascinant. Non pas avec une réponse, mais avec une question si pertinente, si pointue, si difficile à résoudre, qu'on sait qu'on touche à quelque chose de réel. C'est là que nous sommes, au seuil de l'immensité, et nous allons devoir trouver la solution par nous-mêmes.